question pour Camille, puisque dans le cadre de notre collaboration entre Poult et Bluenoft, j'ai eu la chance de visiter une usine Poult et ça m'a vraiment matérialisé tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a changé dans la vie d'un ouvrier depuis que vous avez mis en place tout ça? Voilà, j'avais vu notamment la circulation dans l'espace de l'usine a changé. Voilà, des choses très matérielles qui concrétisent toutes ces évolutions. Est-ce que tu peux nous dire pour un ouvrier, qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, alors il faut savoir qu'avant, une ligne de production, c'était très segmenté. Donc, vous avez la fabrication, ensuite le four, le conditionnement, etc. Et avant, les équipes, chacun était à son poste et personne ne bougeait. Globalement, s'il y avait un problème à la fin de la ligne, et ben, ceux du début de la ligne, c'était pas leur problème. Si à la fin de la ligne, les biscuits étaient tout cramés, etc., ben, c'était la faute du début de la ligne. Enfin bon, bref, je vous laisse imaginer un petit peu à quoi ça ressemblait. Là, on a décloisonné tout ça, on a enlevé les chefs de ligne, donc aujourd'hui, les équipes sont totalement autonomes. C'est elles qui gèrent l'ordonnancement des productions. On leur dit plus, on va produire tel truc après, enfin voilà, d'abord les fourrés chocolat, après les fourrés fraises, après les fourrés machin. Aujourd'hui, c'est eux qui décident en fonction, bien sûr, des clients, des commandes clients, mais également de ce qui est plus pratique pour eux, parce que peut-être que le nettoyage, c'est plus facile de faire d'abord la fraise et après le chocolat. Pareil pour tout ce qui est planning de production, c'est eux qui sont autonomes pour gérer leurs congés, gérer leur planning. Et surtout, aujourd'hui, on sent que c'est des équipes un peu plus soudées. S'il y a un problème au début de la ligne, ceux de la fin de la ligne, puisque de toute façon la ligne est arrêtée, ils vont donner un coup de main et ainsi de suite. Donc finalement, la production est beaucoup plus efficace. Pareil, s'il y a un problème sur la ligne, qu'il faut appeler quelqu'un de la maintenance, avant, il fallait dire au chef de ligne, qui disait au chef de la maintenance, qui appelait le technicien, qui venait. Aujourd'hui, le mec, il appelle directement le monsieur de la maintenance et le problème est réglé en 2 fois moins de temps. Donc on a trouvé un peu plus de performance, un peu plus d'efficacité et on a redonné finalement de l'autonomie à des personnes voilà, en leur disant vous n'êtes pas que des mains, vous avez aussi un cerveau. Et du coup, pour nous, pour l'entreprise, c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser au lieu de... On a 800 personnes, ce serait dommage de se priver de l'intelligence de ces 800 personnes. Donc on a redonné un peu voilà, de pouvoir à ces personnes qui avant étaient juste devant leur machine et à qui on n'en demandait pas plus, quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, la question est encore pour Poult. Comment avez-vous managé justement le passage d'une organisation assez classique à une organisation autonome, transversale, créative, avec, on le voit, un management extrêmement collaboratif? Déjà, on a impliqué beaucoup les salariés. Donc le premier site à avoir été réorganisé, c'est celui de Montauban, qui est notre plus gros site. Donc il y a aujourd'hui à peu près 400 personnes. En fait, on a arrêté l'usine pendant une journée et on a dit aux salariés, voilà, aujourd'hui notre organisation, elle fonctionne plus. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut faire pour mieux s'organiser, pour redonner le pouvoir aux salariés. Et donc voilà, pendant une journée, les salariés, donc c'était basé sur le volontariat, donc venez qui voulait. Et les salariés ont réfléchi justement à quelle était l'organisation qui leur convenait le mieux. Et c'est eux qui ont décidé de supprimer des niveaux hiérarchiques. C'est eux qui ont défini les valeurs que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment propre à... Et ce que je voulais dire aussi, oui, c'est vraiment propre à chaque site. Donc là, par exemple, c'était le site de Montauban. Mais par exemple, le site de Bretagne, il est en pleine réorganisation là en ce moment, au moment où je vous parle. Ça a pris plus de temps. On a essayé de réorganiser il y a quelques années, ça n'a pas fonctionné. Là, on réessaye et l'organisation qui sera mise en place, ce sera probablement pas la même que l'organisation qui est aujourd'hui à Montauban. Donc ça se fait par étapes. Ça se fait quand même par l'impulsion du président, notre président Carlos Vercaeren. C'est lui qui a initié cette démarche, c'est lui qui a cru en ses salariés, en l'intelligence collective, en la transversalité, qui a impulsé cette démarche. Voilà. Et après, c'est une démarche qui est évolutive tout le temps. Donc, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Voilà, on a voulu avancer, on a voulu casser, décloisonner, etc. Il y a certaines choses, on se disait, c'était peut-être un petit peu mieux avant, donc on revient un petit peu en arrière. Enfin, voilà, c'est un peu itératif, on essaye, et puis on voit.
Vous avez évoqué les incubateurs internes. J'aimerais savoir comment vous animez le dispositif et aussi comment vous opérez pour la sélection des projets. Alors en fait, il y a une équipe qui s'occupe de l'incubateur. Donc on a défini quand l'incubateur a été lancé, donc je crois que c'était en 2012. On avait défini quel type de, enfin, à quels critères les projets devaient répondre pour pouvoir rentrer en incubation. Donc il y avait notamment le fait qu'il fallait que ce soit quand même un projet ambitieux, qu'il y ait une dimension nationale, que ce soit réplicable, etc. Donc on a quand même un certain nombre de critères à l'entrée. Aujourd'hui, comment on fonctionne? C'est-à-dire qu'un salarié qui a une idée peut présenter un dossier à cette équipe incubateur. Si l'idée n'est pas encore mûre, ben, l'équipe va l'aider à mûrir son projet avant de pouvoir rentrer en incubation. Voilà. Une fois que le projet est mûr, si on juge qu'il remplit les critères, dans ce cas-là, il passe en incubation et on va, suivant les personnes, suivant les projets, on va dégager du temps, on va dégager du budget. Voilà, ça c'est vraiment adapté à chaque projet, suivant les besoins de chacun. Donc la durée dans l'incubateur, c'est environ 1 an. Encore que pareil, c'est adapté. Enfin là, c'est les premiers projets qui sortent. Donc du coup, on apprend aussi en faisant, et c'est avec ces premiers projets-là qu'on verra comment on fera pour la suite. Donc voilà, au bout d'1 an, l'idée c'est de se dire si le projet est prêt à se lancer, il va sortir de l'incubateur et ensuite on va voir est-ce qu'on en fait un business à part en créant une spin-off, est-ce que ça reste dans le core business, voilà, ça c'est des questions qu'on gérera un peu au coup par coup. On n'a pas envie, disons, d'avoir un processus qui soit trop fermé et qui empêche ensuite certains projets d'aboutir. Donc aussi on apprend en faisant. Voilà. Oui, moi j'ai une question qui est pour monsieur, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, Julien. Pensez-vous, pour une entreprise qui n'a pas réellement de système d'innovation, quel qu'il soit, un système d'innovation fermé est une première étape nécessaire avant d'aller vers un système d'open innovation, ou est-ce qu'on peut directement passer à ce type de système? Alors, je m'étais jamais vraiment posé cette question. C'est pas certain. C'est pas certain qu'il y ait une causalité et qu'il faille commencer par. Ça dépend énormément. L'efficacité et le degré d'ouverture vers lequel on peut aller, je pense, dépend énormément des secteurs et des industries. Parce que ça va dépendre énormément de ce qu'on appelle dans notre jargon le régime technologique, la nature des technologies, la structure du secteur, la structure concurrentielle. Donc ça dépendrait plutôt de ça, je pense, et notamment quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans certains secteurs comme l'informatique, les technologies de l'information, le jeu vidéo, on a des entreprises, des startups qui émergent et qui sont tout de suite dans un business model qui est complètement ouvert. Et c'est c'est obligatoire pratiquement, vu la nature du contexte dans lequel ils évoluent. Donc je ne suis pas certain qu'il faille d'abord être fermé, puis ensuite passer à l'ouverture et peut-être ensuite se refermer. Je ne pense pas qu'il y ait une causalité comme ça. Ça dépend vraiment des contextes, des secteurs. Bonjour, j'ai une question pour le groupe Poult. Est-ce que vous recrutez? Oui et non. L'inconvénient, c'est que chez nous, du coup, on a très peu de turnover. Forcément, les gens sont contents, donc ils partent pas. En plus, on est dans des régions où, par exemple, à Toulouse, Montauban, l'agroalimentaire, il n'y a pas énormément d'emplois, donc les gens restent là où ils sont. Donc, envoyez-moi votre CV, je verrai ce que je peux faire. J'ai envie de dire, je pense qu'on recrutera pas tout de suite. Là, on est quand même assez nombreux. En plus, on vient juste d'être vendu aussi. Donc voilà, on va peut-être pas recruter tout de suite, mais bon, l'objectif c'est de grandir aussi, donc pourquoi pas, hein.
Ils n'ont pas disparu, en fait. Disons que leur poste n'existe plus, mais ce qu'on a demandé en fait aux anciens managers, directeurs, c'est de plus être dans une position de contrôle, mais dans une position de support finalement. C'est parce que ils ont quand même des compétences, etc., qui sont utiles à l'entreprise. Mais l'objectif, c'est plus de contrôler le travail, mais c'est d'être en support quand l'équipe a besoin, de pouvoir les guider. Et les aider. Donc ces personnes-là, il y en a certaines qui sont parties parce que ça leur convenait pas, cette nouvelle façon de fonctionner, mais la plupart sont restées et se sont retrouvées une nouvelle place dans l'organisation actuelle. Moi, j'ai une question croisée, peut-être pour Julien et pour Camille. Ce que vous nous exposez, est-ce que c'est transposable dans tous les secteurs ou est-ce qu'il y a des secteurs qui seront plus rétifs à cette modalité d'innovation ouverte ou plus favorable? Moi, j'ai envie de dire oui. Transposable, oui, il faut juste se lancer. Après, disons que ça peut pas être copiable. Enfin, il faut que chaque entreprise, à mon avis, se crée son propre chemin. On peut pas, c'est pas un modèle qu'on prend, qu'on copie, qu'on colle. C'est vraiment, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Donc ça, c'est important. Il faut, je pense, quand même une impulsion à la base qui vient peut-être d'en haut. Enfin, nous, c'est le président qui a lancé cette démarche. C'est quand même important qu'il y ait un support comme ça de la direction qui y croit. Et peut-être en termes de taille, sur des monstres gigantesques, c'est peut-être difficile, qui sont aujourd'hui très cloisonnés. C'est peut-être difficile de faire bouger les choses, en tout cas de manière globale, mais par contre, c'est possible de prendre une petite entité et de commencer à faire bouger les choses à ce niveau-là. Enfin, nous, par exemple, on est 800, donc c'est peut-être plus facile de prendre un site de production et de se réorganiser. Dans une entreprise qui fait plusieurs milliers, c'est pareil, il faut peut-être commencer par un site et voilà, essayer d'expérimenter. Et puis si ça fonctionne, espérer que ça se diffuse. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de limite, quel que soit le secteur, quelle que soit l'entreprise, pour l'innovation verte. Mais à nouveau, il y a quand même des différences sectorielles, je pense, importantes, qui font qu'on ne pourra pas faire répliquer à l'identique les choses. Si on voit ce qui s'est passé dans le logiciel libre, la manière dont on développe des logiciels libres, il y a énormément d'initiatives pour voir dans quelle mesure on peut répliquer ça dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un tas d'initiatives libres. Certaines marchent très bien, d'autres marchent plutôt moins bien. Wikipédia, par exemple, c'est un exemple d'encyclopédie qui a été construite de manière open source. C'est de l'interactif, du collaboratif. Donc c'est quelque part la réplication pratiquement à l'identique d'un logiciel libre dans le domaine de la fabrication d'encyclopédies. On a des initiatives dans le domaine de l'industrie automobile. Une initiative qui est intéressante, ça s'appelle OSCAR, Open Source Car, où on essaye de fabriquer une automobile de manière open source. On a des projets open source bière pour faire un petit teasing sur l'apéritif qui nous attend. Donc il y a des initiatives un peu partout, mais on voit qu'en fonction du contexte, la nature des technologies, la nature des industries font que ça ne va pas se faire de la même manière et évidemment, il n'y aura pas le même succès. Donc je pense qu'à nouveau, on ne pourra pas développer l'open source à l'identique dans tous les secteurs. Il y a certains secteurs qui vont finalement pouvoir être beaucoup plus ouverts que d'autres. Ça me paraît absolument évident. Une question, comment est-ce que vous avez travaillé la gestion de la relation client dans cette nouvelle organisation ? On a essayé d'impliquer beaucoup plus le client. Parce qu'aujourd'hui, dans la démarche transversale qu'on peut avoir, donc on a organisé dans ce qu'on a vu des familles produits, donc c'est mignon. Il y a la famille Cookies, la famille Barquette, etc. Et dans chacune de ces familles, il y a un commercial, il y a une personne de la R&D, une personne de la production. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus réactif face aux demandes clients qui peuvent être remontées via le commercial. Voilà, ça permet d'être beaucoup plus réactif là-dessus. Et c'est pareil, quand le client appelle une des personnes du projet, forcément, cette personne a beaucoup plus d'infos qu'elle pouvait avoir avant, où elle connaissait que finalement sa partie. Aujourd'hui, elle a une connaissance beaucoup plus globale du développement produit. Donc, je pense qu'on a amélioré notre réactivité, notamment pour répondre aux demandes clients. Et on travaille beaucoup en collaboration avec eux, que ce soit clients, que ce soit fournisseurs. On essaye vraiment de travailler en collaboration très proche pour justement avoir des produits ensuite qui rentrent dans les gammes de manière plus facile.
J'ai une question qui est à tous les deux, mais je suis étonné que ça n'ait pas été posé déjà. C'est finalement comment se répartissent les gains. C'est-à-dire que vous avez présenté comme quoi ça permet d'être plus innovateur, d'avoir de la croissance, éventuellement des parts de marché, d'avoir... Il y a des résultats positifs en termes d'innovation, je suppose, pas seulement de l'innovation, mais aussi de marché. Quelle est la politique de rémunération qu'il y a derrière? Comment se partage, justement, au-delà des responsabilités, etc., le fruit de ces collaborations et de cette innovation? Alors, comment on se partage entre entreprises ou entre salariés? Est-ce que c'est possible de préciser un petit peu? Pardon, oui, entre le propriétaire de l'entreprise, les profits, les actionnaires, s'il y en a, les salariés, la politique de rémunération, elle est basée sur quoi? Puisque ce qui avait bien, entre guillemets, sur la ligne de production, c'est qu'on savait, grosso modo, mesurer la productivité individuelle, pour faire court. Donc, on pouvait éventuellement faire des salaires en fonction de ça. À partir du moment où on travaille en équipe, que la fonction n'est plus aussi précise, qu'on est dans du collaboratif, dans de l'open, se pose assez naturellement le partage de la valeur. Oui. Comment elle est réglée? Oui. Comment cette question elle est réglée de manière générale? Elle n'est pas forcément réglée, c'est des questions qu'on se pose. Il faut d'abord savoir quand même qu'on a supprimé toutes les rémunérations variables. Donc aujourd'hui, nos commerciaux n'ont pas de rémunération variable. Tout le monde a un salaire fixe parce qu'on estime que le commercial, certes, c'est peut-être lui qui va vendre le produit, mais c'est toutes les personnes derrière qui ont travaillé. Donc c'est un peu injuste finalement que ce soit lui qui ait cette partie de variable. Donc ça, on l'a supprimé. Ensuite, il faut quand même être cohérent avec les prix du marché. Donc on ne peut pas rémunérer malheureusement un ouvrier à 3 fois le prix du marché. On essaye de donner des petites primes pour des responsabilités qui ont été prises en plus. Par exemple, on a des opérateurs qui gèrent le planning, etc. Donc ça, c'est valorisé par un petit plus sur le salaire. Voilà. Après, pour nous, le salaire, c'est pas forcément la première source de motivation non plus pour les salariés. Donc pour l'instant, cette transversalité n'est pas forcément valorisée sur le point de vue salarial. Par contre, on se rend compte que on a essayé, parce que la rémunération est aussi gérée de manière collective, en tout cas pour les cadres. Donc c'est plus, vu que vous n'avez plus de N+1, N+2, vous n'avez plus d'entretien annuel. Donc c'est géré par un collectif représentatif de l'entreprise à qui vous allez présenter votre dossier ou vous demandez à quelqu'un de présenter votre dossier pour votre augmentation. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Non, voilà, du coup, ouais, c'est vrai que c'est difficile de savoir. Ah oui, voilà, c'est que quand on essaye de faire du benchmark par rapport au marché, on se rend compte que nous, on ne rentre pas dans les cases, justement. Parce que vous avez R&D, vous avez marketing, vous avez production, etc. Mais nous, la personne de R&D, peut-être qu'elle travaille un petit peu sur un projet transversal, elle fait peut-être un peu de marketing, et puis en même temps, elle fait un peu de production, et puis des fois, elle va avec les commerciaux sur voir le client. Donc c'est délicat, c'est des questions qu'on se pose aussi. Quand je parlais de reconnaissance individuelle, c'est aussi ça aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on valorise les gens qui, parce que tout le monde ne participe pas de la même façon à cette collaboration, à cette transversalité. Comment est-ce qu'on valorise les gens qui ont envie, les gens qui donnent à l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise leur redonne? Est-ce que ça doit s'exprimer par du salaire? Est-ce que ça doit s'exprimer par de la formation, de l'évolution de poste? C'est des questions qu'on se pose actuellement pour être aussi le plus juste possible vis-à-vis des salariés qui s'impliquent dans la vie de l'entreprise. La question de Patrick, elle est fondamentale parce qu'elle pose la question du lien entre rémunération et performance. Et on sait tous qu'évidemment, la motivation va être liée en partie à la rémunération, mais pas seulement. Ça a été dit, il y a toute une partie de motivation intrinsèque. Et donc la question, une question importante notamment qui va se poser, c'est quel type de rémunération va le mieux favoriser, je pense, la créativité, puisqu'on est dans un créatif café. On sait que quand la tâche est très facilement mesurable, très routinière, il y a une multitude d'études qui montrent qu'effectivement, dans ce cas-là, il faut payer à la pièce, grosso modo, les cueilleurs de fruits. Il faut les payer en fonction du nombre de kilos de cerises qu'ils ont cueillis. C'est ce qui va maximiser leur effort. Donc, c'est des efforts qui sont faciles à mesurer, faciles à observer. Mais dans les métiers créatifs, lorsque la performance est plus difficile à mesurer, à évaluer, lorsque la motivation est fortement intrinsèque,
la plupart des créatifs créent pas forcément pour gagner de l'argent. S'ils peuvent en gagner beaucoup, c'est d'autant mieux, mais l'impulsion vient souvent d'ailleurs. Dans ces contextes-là, il y a une vraie question entre effectivement niveau de rémunération, modalité de rémunération et optimisation du processus créatif. Et je ne suis pas certain qu'on ait déjà des modèles qui tournent. Il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, c'est certain que le modèle qui dit on paye à la pièce, c'est pas le modèle qui va le mieux favoriser la créativité. Ça, c'est absolument certain. J'ai envie d'oser une comparaison avec le monde universitaire, où aujourd'hui, de plus en plus, on va payer à la publication. Il y a de plus en plus de primes à la publication scientifique, etc. On s'aperçoit que quelle est la conséquence de ça? Les chercheurs publient de plus en plus. Est-ce qu'il y a de plus en plus de progrès dans la science? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plus de publications. Oui, donc Camille, j'ai beaucoup apprécié votre définition de l'entreprise. Habituellement, une entreprise se définit comme fabriquant un produit et le vendant ou un service. Et là, vous définissez que ça comme une plateforme. C'est-à-dire que je me demande s'il y a un parallèle à faire avec ces métiers qu'on voit apparaître dans les réseaux sociaux de community manager. Est-ce que dans cette organisation nouvelle de type plateforme, il faut un nouvel état d'esprit, un nouveau management, une nouvelle façon de gérer les interactions entre les gens? Oui, c'est sûr, forcément, quand on essaye de repenser l'entreprise différemment de ce qu'on a pu nous apprendre avec Taylor, etc., chacun sa tâche, on ne bouge pas, on ne sort pas de son cadre, forcément, ça implique de repenser le modèle sous toutes les coutures. Mais en regardant les évolutions du marché du travail, je ne sais plus, c'est une étude qui est parue aux États-Unis, mais je crois que dans 10 ans, la plupart des cadres, en tout cas, seront freelance et ils travailleront sur plusieurs missions. Enfin voilà, je pense qu'on s'éloigne de plus en plus du modèle classique où j'ai mon CDI et je vais travailler dans une entreprise pendant 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, je vais peut-être être amenée à faire plusieurs métiers, à travailler sur plusieurs missions en même temps. C'est en ça que l'entreprise, pour moi, est une plateforme où finalement, on va venir connecter différentes personnes, différentes ressources. Et quand Julien disait finalement les gens les plus intelligents ne travaillent pas forcément chez moi, c'est aussi ça. C'est peut-être que demain les gens seront interconnectés via différentes plateformes qui auront peut-être remplacé les entreprises, j'en sais rien. Et du coup, ça rassemblera l'intelligence collective de manière différente. Donc je pense qu'il faut repenser effectivement le système dans son ensemble et donc le management. Ouais. Merci. Vous nous avez dit que vous veniez d'être racheté. Est-ce que cette stratégie d'innovation ouverte a été un critère de choix par vos repreneurs? Et est-ce qu'ils ont confirmé la reconduction de cette stratégie aujourd'hui? Oui, alors justement, ils ont acheté le projet. On s'est battu parce que il faut savoir que Poult est actuellement détenu par LBO France, donc c'est un système d'actionnariat. Qui fait que on est revendu tous les 4-5 ans. Enfin, là, ça fait 7 ans qu'on est sur le même fonds d'investissement. Mais on est amené. Donc, c'est aussi un peu d'instabilité pour nous parce que tous les 4-5 ans, il faut se demander à qui on va être vendu. Est-ce que ça va nous permettre de continuer notre démarche? Est-ce que ça va être pérenne? Donc là, ça a été une session qui a été assez compliquée, mais notre président s'est beaucoup battu justement pour trouver un investisseur qui croyait dans le projet et qui allait continuer à le porter et permettre de continuer. Donc oui, heureusement, le nouvel actionnaire la session n'est pas encore tout à fait terminée, mais ça devrait se signer dans les prochaines semaines. Normalement, l'actionnaire qui a signé, c'est pour le projet Poult tel qu'il existe aujourd'hui, et l'objectif, c'est de le pousser encore plus loin. Donc voilà. Donc normalement, on a encore un peu de temps devant nous.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure ici ce Creative Café. Merci à tous d'avoir assisté à cet événement. Merci bien sûr aux deux intervenants qui nous ont ouvert l'esprit sur des choses très intéressantes. Je vous précise simplement que c'est la première édition de cet événement qui a vocation à être reproduit régulièrement. Et donc, comme tout pilote, comme tout bêta-testeur, on attend de vous que vous nous fassiez des retours sur l'événement. N'hésitez pas à nous dire les points positifs, mais aussi les points d'amélioration pour que l'événement vous convienne et vous vous retrouvez aussi nombreux la prochaine fois. Vous pouvez passer au cocktail, bien sûr.